Un soldat gifle sa femme enceinte à l'hôpital. Mais son père, un général, détruit sa vie au tribunal. Le claquement résonna dans le couloir de l'hôpital militaire comme un coup de fusil. Emma sentit sa tête se tourner violemment sur le côté, sa main protégeant instinctivement son ventre de 8 mois tandis que la brûlure se propageait sur sa joue. Les infirmiers militaires se figèrent. Le docteur Martinez laissa tomber son bloc-notes par terre. Même les bips des moniteurs semblaient s'être arrêtés sous le choc. La main de Marcus était toujours levée, son uniforme de sergent impeccablement repassé contrastant avec la rage incontrôlable qui se lisait sur son visage. Le téléphone portable dans son autre main affichait toujours l'appel de sa maîtresse, le lieutenant Jessica, qui avait interrompu la consultation médicale d'urgence. « Tu m'as humilié », siffla Marcus d'une voix basse mais meurtrière. « Tu m'as fait quitter une réunion stratégique importante à cause de ton drame. » Emma toucha sa joue brûlante, ses yeux sombres se remplissant de larmes qui n'avaient rien à voir avec la douleur physique. Elle saignait, le médecin avait dit qu'elle avait besoin d'une surveillance d'urgence, mais Marcus était furieux que sa maîtresse ait appelé pendant qu'il était informé de l'état de sa femme. « Monsieur, je dois vous demander de vous retirer », dit fermement le docteur Martinez en s'interposant entre eux. Sa voix tremblait légèrement, mais son attitude était protectrice. « Ce comportement est totalement inacceptable dans mon hôpital. » Marcus ajusta sa casquette, retrouvant son air de soldat discipliné. Mais ses yeux restèrent froids comme de la glace tandis qu'il regardait Emma. « Réglez ce problème, » dit-il à voix basse. « J'ai du travail à faire. » Il sortit sans un mot, laissant Emma seule avec l'équipe médicale qui avait été témoin de son humiliation. Le silence qui suivit était assourdissant. « Je m'appelle Emma Catherine Brox, et jusqu'à ce moment-là, je pensais connaître ma place dans le monde. Fille du général Robert Brox, l'un des commandants les plus respectés de l'armée américaine. Épouse du sergent Marcus Sullivan, un soldat que j'admirais depuis nos jours à l'académie militaire. Mais dans ce couloir froid de l'hôpital, avec le goût du sang dans la bouche et ma fille qui donnait des coups de pied désespérés dans mon ventre, j'ai enfin vu la vérité. Je n'étais pas la femme de Marcus. Je n'étais qu'un de ses biens. Une infirmière m'a gentiment aidé à retourner sur le lit, avec des gestes attentionnés et bienveillants. « Madame Sullivan », a dit doucement le docteur Martinez. « Votre bébé va bien. Les saignements ont cessé, mais je dois la garder en observation pendant la nuit. » J'acquiesçai, incapable de parler. Ma main reposait sur mon ventre, sentant les coups de pied légers de ma fille, une fille qui ne verrait jamais son père traiter sa mère avec une telle cruauté. Quelque chose s'était brisé à ce moment-là, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Tandis que les infirmières s'affairaient autour de moi pour préparer ma chambre, je regardais par la fenêtre les lumières de la base militaire. Le quartier général de Marcus dominait l'horizon, son insigne brillant dans le ciel nocturne. Pendant 5 ans, j'avais été à ses côtés tandis qu'il se forgeait une réputation militaire. Je l'avais soutenu, aimé, cru en lui, même lorsque les autres soldats le traitaient d'impitoyable. Maintenant, je voyais la vérité. Il n'était pas seulement impitoyable avec ses subordonnés. Mais Marcus avait commis une erreur cruciale. Il avait oublié qui était mon père. Le général Robert Brox n'était pas n'importe quel commandant. C'était l'homme qui m'avait appris que le respect se gagne, il ne s'impose pas. Que la force vient de la défense de ce qui est juste. Et que parfois, la seule façon d'arrêter un agresseur est de le frapper plus fort qu'il ne vous a frappé. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez voir comment fonctionne la justice militaire quand quelqu'un s'en prend à la mauvaise famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail. J'ai pris mon téléphone avec des doigts tremblants. Il était temps de passer un appel qui allait tout changer. Mais ce que Marcus ne savait pas, c'est que sa véritable bataille ne faisait que commencer. « Papa » ai-je murmuré lorsqu'il a répondu. « J'ai besoin de ton aide. » L'inquiétude dans la voix du général Robert Brox a été immédiate. « Emma, que s'est-il passé? Tu sembles bouleversée. » J'ai baissé les yeux vers mon ventre, puis vers la marque rouge sur mon visage qui commençait déjà à jaunir. Mais le souvenir ne disparaîtrait jamais. L'humiliation, la peur, la prise de conscience que ce n'était pas la première fois. C'était juste la première fois que cela se produisait en public. Marcus m'a frappé, ai-je simplement dit. À l'hôpital, devant tout le monde. Le silence à l'autre bout du fil était plus terrifiant que n'importe quel cri. Quand mon père a enfin parlé, sa voix était calme, contrôlée, mortelle. « J'arrive. » 3 jours plus tard, j'étais assise dans mon élégant bureau de la base militaire, entourée des preuves de la trahison de Marcus. Mon ordinateur portable affichait des relevés bancaires que je n'avais jamais vus auparavant. Mon téléphone contenait des captures d'écran de messages entre Marcus et le lieutenant Jessica qui me retournaient l'estomac. La maison semblait différente maintenant. Chaque meuble militaire soigneusement choisi,
Chaque décoration que Marcus avait insisté pour acheter semblait soudainement faire partie d'une prison. Marcus avait insisté pour que nous vivions dans les quartiers réservés aux officiers mariés sur la base après notre mariage, prétextant que c'était plus pratique pour ses fonctions militaires. Maintenant, je comprenais. Il était plus facile de me contrôler quand j'étais entouré de ses affaires, sur son territoire. Mon ordinateur portable a bipé pour signaler l'arrivée d'un autre email du détective privé que mon père m'avait recommandé. James Carter était discret, professionnel et malheureusement très doué dans son travail. Les photos qu'il m'avait envoyées me faisaient trembler les mains. Marcus et Jessica dans des restaurants chers en dehors de la base, main dans la main au cinéma en ville, s'embrassant dans le parking de la caserne. Mais ce sont les informations financières qui m'ont vraiment choqué. Marcus avait systématiquement détourné de l'argent de nos comptes communs pour des investissements offshore. Il avait contracté des emprunts sur mon fonds fiduciaire à mon insu. Plus dévastateur encore, il avait déjà déposé des documents préliminaires de divorce auprès d'un avocat, affirmant que j'étais mentalement instable et incapable d'élever notre fille. Mon téléphone a sonné. Un autre message de Jessica à Marcus, envoyé à peine 1 heure plus tôt. Quand vas-tu lui dire ? J'en ai marre de nous cacher. Le bébé va bientôt naître, et je veux que nous soyons ensemble au grand jour. La réponse de Marcus m'a glacé le sang. Bientôt. Je finalise les arrangements pour la faire interner après la naissance. La dépression postpartum est si courante, et avec les antécédents de troubles mentaux dans sa famille, ce sera facile à prouver. Ne t'inquiète pas, mon amour. Tout ce pourquoi nous avons travaillé est presque à nous. Je fixai le message, le lisant 3 fois avant d'en saisir tout le sens. Marcus ne prévoyait pas seulement de divorcer. Il prévoyait de me faire déclarer mentalement incapable afin de pouvoir tout prendre, y compris notre fille. Il faisait référence à ma mère, qui avait souffert de dépression après la naissance de mon frère David. Cela avait été une période difficile, mais elle s'était rétablie grâce à un traitement adapté et à un soutien. Marcus allait utiliser cette histoire familiale comme une arme contre moi. La porte d'entrée s'ouvrit et la voix de Marcus résonna dans la maison. « Emma, je suis rentré. » Je refermai rapidement mon ordinateur portable et rangeai les papiers en une pile bien ordonnée que je glissai dans mon sac. Lorsque Marcus apparut dans l'embrasure de la porte, j'étais assise calmement sur le canapé, les mains jointes sur mon ventre. « Comment c'est ta journée ?» demandai-je, ma voix ferme malgré la colère qui brûlait dans ma poitrine. Marcus desserra sa cravate militaire, son expression soigneusement neutre. Longue. Réunions importantes. Il me regarda et, pendant un instant, je vis quelque chose trembler dans ses yeux. De la culpabilité, peut-être. Ou de la peur. « Comment te sens-tu ? Encore des saignements ? » « Le médecin a dit que tout allait bien, » répondis-je. « Le bébé est en bonne santé. » « Tant mieux. » Marcus se dirigea vers le bar et se servit un whisky. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé à l'hôpital. J'étais très stressé et j'ai mal réagi. Ça ne se reproduira plus. Ce n'était pas une excuse. C'était un ordre d'oublier, d'aller de l'avant, de faire comme si rien ne s'était passé. Exactement comme j'avais fait semblant de ne pas remarquer qu'il rentrait tard à la maison, de ne pas sentir une odeur étrange sur ses vêtements, de ne pas voir comment il souriait au téléphone quand il pensait que je ne le regardais pas. « Je comprends », ai-je dit calmement. Marcus s'est légèrement détendu, pensant avoir réussi à contrôler la situation. Je dois partir en voyage la semaine prochaine. Une conférence à Denver. Tu seras bien ici, n'est-ce pas ? J'ai acquiescé, sachant déjà grâce au rapport de l'enquêteur qu'il n'y avait aucune conférence. Marcus et Jessica avaient réservé une suite au Four Seasons. Il prévoyait une escapade romantique pendant que sa femme enceinte restait seule à la maison. « Bien sûr, » ai-je répondu. « Je passerai probablement du temps avec mon père. Il s'inquiète pour moi depuis l'incident à l'hôpital. » La main de Marcus se crispa autour du verre. « Il n'y a pas besoin d'impliquer ton père dans nos affaires personnelles. Il va bientôt être grand-père, » dis-je avec précaution. « C'est normal qu'il s'inquiète. »« Reste simple, » dit Marcus. Inutile de l'inquiéter avec des détails. Une fois que Marcus fut parti dans son bureau pour passer des coups de fil, je pris mon téléphone sécurisé, un appareil que mon père avait insisté pour que j'aie depuis des années en cas d'urgence. Je fis défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom que je cherchais. David. Mon frère était devenu l'un des avocats militaires les plus brillants du pays. Plus important encore, c'était quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance. « David, j'ai besoin de te voir ce soir, si possible. »« Bien sûr, » répondit-il immédiatement. « À mon bureau ou ailleurs ?»« Ailleurs. Il faut que ce soit en privé. » Alors que je me préparais à partir, je jetai un dernier regard autour de moi. Tout était beau, cher, parfait,
Et rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui importait, c'était les preuves dans mon sac et le plan qui se formait dans mon esprit. Marcus se croyait si intelligent, si prudent. Il pensait avoir tout prévu, anticiper chaque mouvement. Mais il avait oublié un détail crucial. Emma Catherine Brox Sullivan n'était pas une victime sans défense. Elle était la fille du général Robert Brox, et elle avait hérité de bien plus que son sens des affaires. Elle avait hérité de sa capacité à faire la guerre. Et Marcus était sur le point de découvrir qu'il s'était trompé d'ennemi. Le petit café à l'extérieur de la base était presque vide quand je suis arrivé. J'avais enfoncé ma casquette sur ma tête et mes lunettes de soleil cachaient mon visage malgré la nuit déjà tombée. David m'attendait dans un coin, ses cheveux roux reconnaissables même de loin. « Mon Dieu, Emma, tu as l'air épuisée », dit-il en me serrant gentiment dans ses bras. « Le bébé va bien ?» Je sortis mon téléphone et lui montrai les captures d'écran que j'avais faites. À mesure que David lisait les messages échangés entre Marcus et Jessica, son expression s'assombrit. « C'est un complot », a finalement déclaré David. De la fraude, de la manipulation émotionnelle et une tentative de vol. Il m'a regardé avec cette intensité que je connaissais depuis mon enfance. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Des mois, peut-être plus, ai-je admis. J'étais tellement concentré sur ma grossesse que je n'ai vu aucun signe. Nous avons passé 2 heures à tout documenter. David prenait des notes précises, révélant des schémas qui m'avaient échappé. La manipulation financière était vaste et sophistiquée. Marcus planifiait cela depuis au moins 6 mois. « Nous devons impliquer papa », a déclaré David. Marcus utilise son statut militaire pour faciliter des crimes financiers. Si nous pouvons le prouver, nous l'attaquerons sur plusieurs fronts. Et s'il essaie vraiment de me faire interner? Et s'il obtient la garde de notre fille? Cela n'arrivera pas, a déclaré David fermement. Pas tant que je serai en vie. Le lendemain, j'ai suivi ma routine habituelle pendant que Marcus était à la caserne. Consultation prénatale, déjeuner avec des amis, lessive. Mais mon esprit était en train de préparer la guerre. Dans l'après-midi, je me suis rendu en voiture chez Brox Military Consulting. Le bâtiment de 3 étages où je jouais enfant était désormais le théâtre de ma contre-offensive. Mon père était dans la salle de conférence, sa silhouette imposante se découpant contre les fenêtres. Lorsqu'il s'est retourné, j'ai reconnu cette colère contenue que je me rappelais de mon enfance, le regard qu'il réservait à ceux qui tentaient de s'en prendre à notre famille. David est arrivé avec une mallette remplie de documents. Nous nous sommes installés autour de la table pendant qu'il exposait les preuves. Un tel niveau de manipulation nécessite des connaissances internes, a fait remarquer David. Marcus a eu de l'aide, probablement quelqu'un du service financier. Nous devons identifier les complices, a acquiescé mon père. S'ils volent Emma, ils volent aussi d'autres soldats. La stratégie se déroulait comme une opération militaire. David s'occuperait de l'enquête interne. Mon père ferait pression à travers ses réseaux, retournant les partenaires et les clients contre Marcus. « Et moi » demandai-je. « Tu seras la femme parfaite », répondit mon père avec un sourire dangereux. « Fais croire à Marcus qu'il contrôle la situation pendant que nous montons notre dossier. » Je repensais à la gifle, au message, au plan visant à me faire interner et à me voler ma fille. Je repensais à l'arrogance de Jessica, qui croyait qu'elle allait bientôt obtenir tout ce qui m'appartenait. « Oui », répondis-je calmement, « je peux le faire. » Mais à l'intérieur, j'imaginais déjà le regard de Marcus lorsqu'il se rendrait compte qu'il avait été surpassé sur le plan stratégique. « Combien de temps avons-nous » demandai-je. « Marcus prévoit de demander le divorce et de te faire interner 2 semaines après la naissance, » expliqua David. 6 semaines pour préparer notre contre-attaque. « Alors nous ferions mieux de commencer, » dit mon père en se levant. Sa présence imposante remplit la pièce, et pour la première fois depuis l'hôpital, je me sentis vraiment en sécurité. Marcus avait choisi la mauvaise famille à attaquer. Le nom Richardson avait peut-être de l'influence dans les cercles militaires, mais le nom Brox pouvait détruire complètement cette influence. Marcus était sur le point de découvrir qu'il avait sous-estimé non seulement sa femme, mais tout un héritage militaire bâti sur des décennies de victoires stratégiques. Et le compte à rebours vers sa chute finale avait commencé. La salle de crise fut installée dans le bureau privé de mon père, loin des regards indiscrets qui auraient pu espionner Marcus. Des cartes de la structure du commandement militaire recouvraient les murs, marquées de punaises rouges indiquant les points vulnérables de la carrière de Marcus. Des graphiques financiers retraçaient les flux d'argent, les contrats militaires et les échéances contractuelles. Cela ressemblait à une opération militaire, ce qui, à bien des égards, était le cas. Je me suis assise en bout de table, enceinte de 8 mois, mais plus concentrée que je ne l'avais jamais été de ma vie.
L'équipe s'était agrandie et comprenait désormais des experts en droit militaire, en criminalité financière, en relations avec les médias et en sécurité privée. Tout le monde comprenait l'enjeu. Nous avions une chance de faire tomber Marcus pour de bon, et un échec me rendrait vulnérable à sa vengeance. Le point sur la situation avec les supérieurs, annonça mon père en passant en revue les notes qu'il avait prises lors de ses appels téléphoniques du matin. J'ai parlé aux représentants des 5 plutes au commandant de Marcus. Tous expriment leur inquiétude concernant des irrégularités dans ses rapports financiers. 2 d'entre eux envisagent déjà de lui retirer leur soutien. David leva les yeux de son ordinateur portable où il rédigeait des plaintes réglementaires. La plainte auprès du commandement des enquêtes criminelles de l'armée est prête. J'ai suffisamment de preuves pour déclencher une enquête approfondie qui gèlera la capacité de Marcus à transférer de l'argent ou à vendre des actifs militaires. Et qu'en est-il des poursuites pénales? Demanda Carole, notre conseillère juridique militaire. La brigade financière du FBI s'intéresse à l'affaire, répondit David. Une fois que le CID aura ouvert son enquête, la procédure pénale suivra automatiquement. Marcus fait face à de multiples accusations criminelles. J'ai ressenti une vague de satisfaction, immédiatement suivie d'une vague de tristesse. C'était l'homme que j'avais épousé, le père de ma fille à naître. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que nous en étions arrivés là. Des nouvelles de notre source interne, ai-je demandé. James acquiesça. Le sergent Patricia, du service comptabilité de Marcus, a confirmé qu'il prévoyait de transférer 500 000 $ supplémentaires vers ses comptes offshore cette semaine. Elle nous a secrètement transmis des documents, des factures, des autorisations de virement, des correspondances avec les banques. Patricia était une comptable senior qui travaillait pour l'entreprise de Marcus depuis 6 ans. Elle avait contacté James après avoir appris l'existence de l'enquête, révélant qu'elle documentait les activités illégales de Marcus depuis des mois, dans l'espoir que quelqu'un finisse par le tenir responsable. Elle prend un risque énorme, ai-je fait remarquer. Elle en est consciente, a répondu James, mais elle en a assez d'être complice de ses crimes. Elle veut témoigner contre lui quand il sera jugé. La stratégie médiatique était tout aussi importante. Mon père avait engagé une agence de relations publiques de premier plan pour gérer l'affaire lorsque celle-ci éclaterait. L'objectif était de contrôler le récit, en veillant à ce que le public comprenne que j'étais une victime et non un complice. L'histoire initiale mettra l'accent sur la violence domestique et l'adultère, expliqua la consultante en relations publiques. Ce sont des questions auxquelles les gens peuvent s'identifier émotionnellement. Une fois ce récit établi, nous révélerons progressivement les crimes financiers. Lorsque Marcus tentera de se défendre, l'opinion publique sera déjà contre lui. Si vous suivez chaque mouvement de cette guerre psychologique et que vous voulez voir comment une véritable stratégie militaire se déroule contre un prédateur, vous devez vous inscrire ici pour ne pas manquer une seconde de cette vengeance parfaitement orchestrée. Mon téléphone vibra, signalant un message de Marcus. Je pars pour Denver demain matin. Prends soin de toi pendant mon absence. Je montrai le message à l'Assemblée. Il est toujours en train de planifier son escapade romantique avec Jessica. Ne devrions-nous pas l'en empêcher? Demanda Carole. Non, répondit mon père d'un ton ferme. Laissez-le partir. Il sera plus facile de lui signifier les papiers lorsqu'il sera hors de la ville et qu'il aura baissé sa garde. De plus, les photos de lui avec Jessica à Denver seront parfaites pour les médias. L'équipe d'enquêteurs privés avait déjà mis en place une surveillance à Denver. Ils documenteraient chaque instant du voyage d'affaires de Marcus, créant ainsi un dossier irréfutable qui détruirait sa crédibilité lorsqu'il tenterait de prétendre que j'étais mentalement instable. Et Jessica? Demandai-je. Quel est son rôle dans tout ça? Elle l'aide à dissimuler ses avoirs, expliqua David. Certains de ses comptes offshore sont à son nom. Ce n'est pas une victime innocente. Elle participe activement à la fraude. Cette information aurait dû me rassurer, mais elle m'a plutôt laissé vide. Marcus avait choisi sa complice. Jessica était intelligente, séduisante et apparemment aussi peu scrupuleuse que lui. Elle va probablement essayer de négocier un accord lorsque l'enquête commencera, prédit Carole. Les femmes dans sa position le font généralement. Elle témoignera contre Marcus en échange de l'immunité. L'équipe de sécurité m'informa des protocoles de protection personnelle. Une fois que l'affaire aurait éclaté, Marcus deviendrait probablement désespéré et imprévisible. Il devait assurer ma sécurité ainsi que l'intégrité de nos preuves. Vous serez accompagné en permanence par des agents civils, m'expliqua le chef de la sécurité. Votre appartement est surveillé, votre voiture est équipée d'un GPS, et nous avons installé des boutons d'alarme dans votre bureau et chez votre père. Cela ressemblait à une préparation à la guerre, ce qui était sans doute le cas. Marcus m'avait déclaré la guerre dès l'instant où il avait décidé de voler mon argent,
de planifier mon incarcération et de kidnapper notre fille. Tout ce que nous faisions maintenant, c'était riposter. Le briefing final a couvert le calendrier de notre attaque. Marcus partirait pour Denver jeudi matin. Vendredi, pendant qu'il profiterait de son dîner romantique avec Jessica, le CID recevrait notre plainte et émettrait une ordonnance de gel des actifs de son entreprise. Le lundi matin, lorsque Marcus rentrerait dans l'espoir de reprendre sa vie normale, il trouverait des papiers de divorce, des enquêteurs fédéraux et une tempête médiatique qui l'attendrait. Sommes-nous sur du timing ? Ai-je demandé. Une fois que ça aura commencé, il n'y aura plus moyen d'arrêter. Le timing est parfait, m'a assuré mon père. Marcus sera déstabilisé, loin de son réseau de soutien, et pris complètement au dépourvu. Quand il comprendra ce qui se passe, il sera trop tard pour lui de monter une défense efficace. À la fin de la réunion, les membres de l'équipe se sont dispersés pour s'occuper des derniers préparatifs. Je suis resté avec mon père, sentant le poids de ce que nous étions sur le point de déclencher. Des regrets ? M'a demandé mon père gentiment. J'ai pensé à Marcus assis dans une cellule de prison, sa réputation militaire détruite, son avenir réduit à des procédures judiciaires et des peines de prison. J'ai pensé à notre fille, qui grandirait en sachant que son père était un criminel. Mais je me suis souvenu de la gifle, des messages entre Marcus et Jessica, de son plan pour me faire interner et voler ma fille. J'ai pensé à toutes les personnes qu'il avait blessées, à tout l'argent qu'il avait volé, à tous les mensonges qu'il avait racontés. Aucun regret, ai-je répondu fermement. Marcus a fait ses choix lorsqu'il a décidé de me détruire. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Le compte à rebours avait commencé. Dans 72 heures, le monde de Marcus allait s'écrouler d'une manière qu'il ne pouvait même pas imaginer. Mais il n'avait encore aucune idée du tsunami militaire qui allait le frapper. Le jeudi matin est arrivé avec un ciel clair d'automne. De la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé la voiture de Marcus disparaître dans la circulation, l'emmenant à l'aéroport et à son week-end avec Jessica. Il m'avait embrassé pour me dire au revoir et m'avait promis de me ramener quelque chose de spécial de Denver. Tout était mensonge. Mais c'étaient les derniers mensonges que Marcus Sullivan me dirait jamais. Le compte à rebours avait commencé. Vendredi après-midi, Marcus trinquait au champagne dans une suite luxueuse du Four Seasons à Denver, complètement inconscient du fait que son empire était en train de s'effondrer. Il avait passé la matinée en réunion avec des investisseurs militaires, leur présentant des projets millionnaires. Les réunions s'étaient bien passées. Le charme de Marcus avait impressionné les hommes d'affaires de Denver, comme toujours. La suite offrait une vue sur les montagnes rocheuses. Tout était parfait. À Washington, mon père passait les appels qui allaient tout changer. Richardson s'est livré à une fraude financière systématique, a-t-il déclaré au colonel Michael Harrison, le supérieur direct de Marcus. Je vous communique cette information à titre gracieux. Mon équipe a réuni des preuves de détournement de fonds, de fraude militaire et de blanchiment d'argent. Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. Harrison travaillait avec Marcus depuis 3 ans, dans le cadre d'un partenariat de 15 millions de dollars par an. C'est une accusation grave, Général Brox, répondit Harrison avec prudence. Des relevés bancaires, des emails, des témoignages de sources internes, répondit mon père. Le CID recevra une plainte officielle lundi. J'ai pensé que vous deviez le savoir avant que cela ne devienne public. Des conversations similaires avaient lieu dans toute la ville. L'influence de mon père s'étendait profondément dans la communauté militaire, et sa réputation d'intégrité signifiait que les gens l'écoutaient quand il parlait. David coordonnait les efforts avec les enquêteurs fédéraux. La plainte préliminaire déposée auprès du CID a entraîné le gel immédiat des comptes de la société de Marcus. Le FBI avait déjà demandé des documents supplémentaires. Le samedi matin, les premières fissures sont apparues dans la façade de Marcus. Son assistante appelait pendant qu'il prenait son petit déjeuner avec Jessica. Monsieur Richardson, je suis désolé, mais nous avons reçu des appels inhabituels, a-t-elle dit nerveusement. 3 supérieurs ont demandé des réunions immédiates. Ils semblaient tous préoccupés par notre stabilité financière. Une sensation de froid s'est installée dans l'estomac de Marcus. Les problèmes financiers ne surgissaient pas de nulle part. Quelqu'un répandait des rumeurs, et il devait découvrir qui. Organiser une téléconférence avec nos 5 principaux supérieurs pour dimanche, ordonna-t-il. Mais lorsqu'elle tenta d'organiser les appels, elle se heurta à des portes closes. Les supérieurs impatients de parler à Marcus étaient désormais indisponibles ou exigeaient la présence d'équipes juridiques. « Quelque chose ne va pas », dit Marcus à Jessica alors qu'il marchait dans Denver. « Quelqu'un a parlé à mes supérieurs et répandu des mensonges sur l'entreprise. Je dois retourner à Washington, décida-t-il. Nous annulons le voyage. »
Les tentatives du dimanche confirmèrent ses pires craintes. Seuls 2 supérieurs acceptèrent de lui parler, et les 2 conversations furent brèves et dévastatrices. « Marcus, je vais être direct », a déclaré le colonel Jennifer Walsh. « J'ai entendu des rumeurs concernant des irrégularités financières. Êtes-vous au courant d'une enquête du CID ? » « Absolument pas », a menti Marcus. « Nos comptes sont en règle. Jusqu'à ce que cette situation soit clarifiée, nous suspendons nos négociations contractuelles. » Le deuxième appel fut pire. Le major Richard Chen fut catégorique. « Jusqu'à ce qu'une vérification indépendante confirme que tout est en règle, nous gelons les paiements et envisageons de mettre fin à notre partenariat. » Dimanche soir, Marcus était en proie à une panique totale. Jessica semblait nerveuse, lui posant des questions sur l'avenir auxquelles il ne pouvait répondre. « Et si les rumeurs sont vraies ?» demanda-t-elle à l'aéroport. « Et s'il y a vraiment une enquête ?»« Il n'y a pas d'enquête, » rétorqua Marcus. « Quand on découvrira qui est derrière tout ça, ils le regretteront. » Le vol de retour fut mouvementé. Marcus passa 3 heures à passer des appels désespérés. La plupart de ses contacts étaient indisponibles ou prétendaient devoir planifier des réunions officielles. Alors que l'avion descendait sur Washington, Marcus regarda les lumières de la ville. Quelque part en dessous, un ennemi détruisait systématiquement tout ce qu'il avait construit. Il ne savait pas que cet ennemi était beaucoup plus proche qu'il ne le pensait, et que la véritable attaque n'avait même pas encore commencé. L'avion a touché la piste à 23h47 dimanche soir. Dans moins de 8 heures, la vie que Marcus connaissait allait cesser d'exister à jamais. Il était sur le point d'apprendre que certaines batailles ne peuvent être gagnées par l'intimidation et le mensonge. Parfois, la seule façon de gagner est d'être du bon côté dès le début. Et Marcus Sullivan avait choisi le mauvais côté depuis longtemps. Le lundi matin est arrivé avec un soleil automnal. J'étais à ma dernière consultation prénatale lorsque mon téléphone a vibré. Ça a commencé. Marcus est en train de découvrir la vérité. À ce moment précis, Marcus arrivait à sa caserne et trouvait 2 SUV noirs à l'entrée. Des hommes en costume sombre vérifiaient les identités et dirigeaient les employés vers des zones d'attente. L'estomac de Marcus se noua lorsqu'il reconnut les signes d'une enquête fédérale. Sergent Sullivan, agent Williams de la division des enquêtes criminelles de l'armée, dit l'homme à l'entrée. Nous avons l'ordre de perquisitionner ces locaux et de saisir les documents financiers liés à une suspicion de fraude militaire. Les jambes de Marcus se sont presque dérobées sous lui. Une fraude militaire. Quelqu'un avait déclenché une enquête fédérale déjà si avancée qu'ils avaient des mandats de perquisition. Il doit y avoir une erreur, a dit Marcus d'une voix faible. Les finances sont tout à fait légitimes. Marcus est resté sur le trottoir à regarder les agents fédéraux emporter des cartons remplis de ses propres documents. Les employés passaient devant lui sans le regarder. Sa secrétaire Patricia est sortie avec ses effets personnels, le visage impassible. Ils sont arrivés à 7 heures du matin, a-t-elle dit calmement. Ils semblent savoir exactement ce qu'ils cherchent. L'implication l'a frappé comme un coup de poing. Quelqu'un avait fourni des informations précises, quelqu'un qui savait où les corps étaient enterrés. Son avocat l'a appelé, vos comptes professionnels ont été gelés. Injonction d'urgence. Vous ne pouvez toucher à aucun actif jusqu'à la fin de l'enquête. Des appels dévastateurs ont suivi toute la matinée. Client après client, partenaire après partenaire, tous rompant immédiatement leurs liens. Des années de relations, des millions de contrats, tout disparaissait en quelques heures. À midi, Marcus était dans sa voiture, effrayé à l'idée de rentrer chez lui. Son téléphone vibra, vérifie ton email. L'heure de vérité a sonné. L'email d'Emma contenait des captures d'écran de ses messages avec Jessica, des relevés bancaires de ses crimes, des copies des papiers de divorce. Mais ce sont ces mots qui l'ont brisé. Marcus, tu m'as appris que la vie militaire est une guerre et que le joueur le plus fort gagne. Aujourd'hui, tu as appris que tu n'es pas le joueur le plus fort. Tu aurais dû te rappeler que je suis la fille du général Robert Brooks avant de décider de me détruire. Marcus fixa l'email, les pièces du puzzle s'assemblant. Le général Robert Brooks. Bien sûr. Le père d'Emma avait les relations, les ressources et la motivation nécessaires pour orchestrer cette attaque coordonnée. Il avait tout perdu. Son entreprise, sa réputation, sa liberté et la femme qu'il avait prévu de se débarrasser. Pire encore, il avait perdu face à quelqu'un qu'il avait sous-estimé, croyant cette personne faible et sans défense. L'ironie était amère. Il avait prévu de détruire Emma, mais elle l'avait détruit le premier, en utilisant les mêmes tactiques impitoyables qu'il avait toujours admirées. Marcus Sullivan avait appris à sa femme à être une guerrière. Il découvrait maintenant à quel point elle avait bien appris. 6 mois plus tard, j'étais dans mon nouveau bureau, en train d'allaiter Aube Catherine,
ma fille de 3 mois. Marcus avait plaidé coupable et avait été condamné à 12 ans de prison fédérale. Son entreprise avait fait faillite. La couverture médiatique avait été intense. L'histoire avait tout pour plaire: richesse, trahison, violence domestique, crimes financiers. L'opinion publique était de mon côté. J'ai utilisé mon accord de divorce pour créer la Fondation Brox pour la justice familiale, qui aide d'autres femmes de militaires victimes de violences. Mon avocat m'a appelé: Marcus demande à voir Hope sous surveillance. J'ai regardé ma fille qui dormait paisiblement. Non, ai-je répondu calmement. Marcus a fait ses choix. Hope mérite de grandir en sachant que les gens qui font du mal aux autres doivent en assumer les conséquences. Ce soir-là, dans la chambre de Hope, je lui donnais son biberon avant de la coucher. La pièce était paisible, sûre, remplie d'amour, tout ce que la maison de Marcus n'avait jamais été. Hope s'est endormie dans mes bras, parfaitement heureuse. Dehors, les lumières de la ville brillaient comme des étoiles. Marcus purgeait sa 3e année de prison fédérale. Mais dans cette chambre silencieuse, tout cela n'avait aucune importance. Ce qui importait, c'était l'avenir, brillant, plein d'espoir, sous mon contrôle. J'avais retrouvé mon pouvoir, protégé ma fille et construit une nouvelle vie selon mes propres conditions. Marcus avait essayé de me détruire, mais il avait libéré une force dont il ne soupçonnait pas l'existence. Cette force garantirait que Hope grandirait en sachant que personne, aussi puissant soit-il, n'a le droit de faire du mal à ceux qu'il prétend aimer. La guerre était terminée. Justice avait été faite. Et la meilleure vengeance était la vie heureuse que je m'étais construite sans Marcus Sullivan. Si cette histoire vous a appris la force qui existe lorsque nous décidons de nous battre pour ce qui est juste, abonnez-vous à la chaîne. Les histoires de courage nous rappellent que même face à des adversaires puissants, la vérité finit toujours par l'emporter. Le bruit de cette gifle a résonné dans l'hôpital comme un coup de feu. Mais l'écho qui comptait vraiment était celui de la justice rattrapant ceux qui pensaient être au-dessus d'elle. Certaines leçons ne s'apprennent que de la manière la plus difficile. Marcus a appris la sienne.